Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. J'essaye d'atteindre 1000 abonnés, une étape très importante pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais une grande motivation pour continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. J'ai décroché le job de mes rêves, un secret que j'ai gardé précieusement pour mon père autoritaire, jusqu'à la dernière minute. Mais dès mon premier jour, il a fait irruption dans mon nouveau bureau, exigeant de parler à ma patronne. Elle ne peut pas gérer ce poste, a-t-il dit, tentant de me faire renvoyer. Elle est trop fragile. Ceci est l'histoire de comment se libérer d'une famille étouffante et trouver sa propre force en cours de route. Avant d'arriver au bureau, j'aimerais savoir de quelle ville vous regardez aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nos histoires quotidiennes. Bon, revenons à la soirée où je leur ai enfin tout dit. Pendant les 27 premières années de ma vie, j'étais la parfaite poupée de porcelaine dans la maison de poupée méticuleusement façonnée par mon père. Ce n'était pas un tyran, pas au sens traditionnel. Il ne criait pas. Il ne hurlait pas. Son contrôle était une chose bien plus subtile et insidieuse. C'était une couverture étouffante d'amour et de sollicitude. C'était un homme qui avait bâti sa propre entreprise d'ingénierie florissante. Et il était convaincu, avec une certitude absolue et inébranlable, qu'il savait ce qui était le mieux pour tout le monde, surtout pour sa fille artiste et fragile, moi. Ma vie était une succession de ses choix prudents et raisonnables. Il avait choisi ma filière universitaire. Il m'avait aidé à trouver mon premier emploi, un poste d'assistante administrative calme, stable et profondément insatisfaisant dans l'entreprise d'un ami. Un endroit où il pouvait garder un œil sur moi. Ma mère, Marion, était sa complice silencieuse et douce. Son refrain constant, un murmure doux et inquiet, « Ton père ne veut que ce qu'il y a de mieux pour toi, ma chérie. » Mais dans les heures calmes et solitaires de la nuit, dans ma chambre d'enfance où je vivais encore, j'avais construit une vie secrète. Pendant les 6 derniers mois, une fois mes parents endormis, j'avais postulé secrètement et frénétiquement à des emplois. Pas les emplois sûrs que mon père aurait approuvés, mais les emplois ambitieux, terrifiants et de rêve dans les meilleures entreprises de la ville. Des emplois pour lesquels je savais être qualifié. Des emplois qui faisaient battre mon cœur un peu plus vite. L'entretien avec Alcott Industries, la société de marketing la plus innovante et la plus compétitive de l'État, avait été un miracle. J'étais entré dans ce bureau, une assistante administrative discrète et sans prétention, et pour la première fois, j'avais exprimé ma vérité. J'avais partagé mes propres idées, secrètes et brillantes. Et leur PDG, formidable et légendaire, M. Alcott, avait vu quelque chose en moi. Il m'avait offert un poste de stratège créatif junior. Un vrai travail, une vraie carrière, une vraie vie. J'avais accepté sur le champ. J'avais démissionné de mon ancien poste sans risque le lendemain, et j'avais gardé tout cela secret jusqu'à ce soir, la veille de mon entrée dans ma nouvelle vie. Je leur ai dit pendant le dîner. J'ai attendu une pause dans le monologue habituel de mon père sur ses propres succès professionnels, et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai une nouvelle, ai-je dit, ma voix calme mais claire. J'ai démissionné de mon poste chez Henderson, et je commence un nouveau demain chez Alcott Industries. Le silence qui suivit fut une chose froide, lourde et profondément désapprobatrice. Ma mère me fixait, la main portée à sa bouche, mais c'était mon père, Arthur, dont j'avais redouté la réaction. Il posa lentement sa fourchette et son couteau, son visage un masque de fureur calme, contrôlé et profondément déçu. « Tu as fait quoi ?» demanda-t-il, sa voix un murmure bas et dangereux. « Sans me consulter, sans en discuter avec ta mère et moi. »« J'ai 27 ans, papa. Je n'ai pas besoin de vous consulter. » Il secoua simplement la tête. Un regard de tristesse profondément pitoyable sur son visage. Un regard qui était bien plus blessant que toute colère. « Laïa, » commença-t-il. Sa voix, le ton d'un homme expliquant une équation complexe à un petit enfant stupide. « Tu n'es pas prête pour un endroit comme Alcott Industries. C'est un repère de requins. Ils vont te dévorer tout cru. Tu es une bonne fille, mais tu es fragile. Tu n'es pas une tueuse. Tu n'as pas ce qu'il faut. » Il se leva de table, son propre dîner inachevé. « Tu vas échouer, dit-il. » Ces mots, pas une opinion, mais un jugement final et absolu. Et quand tu le feras, et tu le feras, ne reviens pas en courant ici en t'attendant à ce que je ramasse les morceaux. Tu as fait ton lit. Maintenant, tu dois t'y allonger. J'ai quitté leur maison cette nuit-là. Ces derniers mots accablants. Tu vas échouer, résonnant dans mes oreilles. Il pensait avoir porté un coup fatal à ma confiance. Un décret patriarcal final qui m'enverrait rampante vers lui, implorant son pardon et son petit travail sûr. Il n'avait aucune idée que ces mots, son profond et total manque de foi en moi, ne m'avaient pas brisé. Ils avaient fait le contraire.
Il m'avait libéré. Il venait de me donner la seule chose dont j'avais le plus besoin au monde. Un feu dans le ventre, un dragon à abattre, et un besoin désespéré, ardent et glorieux de lui prouver qu'il avait tort. Je me suis réveillé le lendemain matin avant mon réveil. Les mots de mon père, un jugement froid et définitif, résonnant encore dans mes oreilles. Tu vas échouer. Pendant un instant, dans la douce lumière grise de l'aube, je me suis permis de le croire. La peur était une chose physique, un nœud froid et lourd dans le creux de mon estomac. Il avait raison. J'étais une fraude. J'étais une assistante administrative calme et sans prétention qui, par un coup de chance, avait réussi à tromper l'un des PDG les plus puissants de la ville pour qu'il me donne un poste pour lequel je n'étais pas qualifié. J'allais entrer dans ce bureau et j'allais échouer. Mais ensuite, alors que je me regardais dans le miroir, un autre sentiment commença à percer la peur. Une colère lente, brûlante et profondément inconnue. Pendant 27 ans, j'avais laissé la définition que mon père avait de moi être ma réalité. J'étais fragile, j'étais artistique, je n'étais pas une tueuse. J'étais une fille à protéger, une vie à gérer. Ces mots n'étaient pas une prophétie, c'était une cage qu'il avait construite autour de moi toute ma vie. Et aujourd'hui était le jour où j'allais m'en échapper. Je ne me suis pas habillé en fille fragile, je me suis habillé pour la guerre. J'ai mis un tailleur chic, puissant et impeccablement coupé. Un tailleur que j'avais acheté avec mon propre argent, durement gagné, et que je gardais pour un jour comme celui-ci. Je ne me préparais pas seulement pour un nouveau travail. Je me préparais à me rencontrer moi-même pour la toute première fois. Les bureaux d'Alcott Industries étaient un monde à part du cabinet calme et endormi que mon père avait choisi pour moi. Le hall était une cathédrale de verre et d'acier, vibrant de l'énergie électrique et des enjeux élevés d'une centaine de personnes brillantes, ambitieuses et profondément compétitives. Les mots de mon père résonnaient à nouveau dans ma tête. Un repère de requins. Ils vont vous dévorer tout cru. Pendant un instant, ma propre confiance vacilla. Ma nouvelle patronne, le légendaire Monsieur Alcott, était exactement aussi formidable que je m'en souvenais de mon entretien. C'était un homme dans la cinquantaine, avec des yeux vifs et intelligents qui semblaient vous voir à travers, jusqu'au plus profond de vos ambitions et de vos peurs. Il ne m'a pas cajolé. Il n'a pas perdu de temps avec les formalités. Il m'a conduite à mon nouveau bureau, au cœur du département créatif, animé en open space, et a exposé ses attentes avec une précision clinique et froide. « Je n'embauche pas les gens sur la base de leur CV », a-t-il dit, sa voix un baryton bas et puissant. « Je les embauche sur la base de leur potentiel. Lors de votre entretien, j'ai vu une étincelle d'un esprit brillant et très affamé. Ne me faites pas regretter ma décision. » Il me tendit ensuite un lourd dossier de projet intimidant. « C'est votre première mission », a-t-il dit. La stratégie de lancement pour le nouveau compte Hawthorne. C'est notre plus gros client et la première présentation est dans 2 semaines. Bienvenue dans l'équipe. Et puis, il est parti. Un tourbillon de puissance et de détermination, me laissant seul à mon nouveau bureau avec un projet clairement conçu pour être un test, une épreuve du feu. J'ai ouvert le dossier, mon cœur mêlant terreur pure et inexprimée, et un nouveau sentiment exaltant de purpose. C'était ça. C'était réel. J'étais une joueuse dans les grandes ligues maintenant. J'ai passé les 2 heures suivantes dans un état de concentration profonde et soutenue, le bruit du bureau animé s'estompant en un bourdonnement lointain. J'étais une bonne analyste. Mon père ne l'avait jamais vu, mais c'était vrai. Je pouvais voir les schémas dans les données, l'histoire que les chiffres essayaient de raconter. Et pour la première fois, je me sentais vivante. Je me sentais exactement là où je devais être. C'est dans cet état de félicité heureuse, concentrée et profondément productive que l'interphone de mon nouveau téléphone a bipé. « Mademoiselle Cole », a dit la voix polie et professionnelle de la réceptionniste. « Disenal, je suis désolé de vous déranger, mais il y a un monsieur à la réception, un monsieur Arthur Cole. Il dit qu'il est votre père. » Le sang dans mes veines s'est glacé. Non, ce n'était pas possible. Comment savait-il même où j'étais? Il dit, continua la voix de la réceptionniste, maintenant avec une pointe de confusion inconfortable, qu'il a besoin de parler immédiatement à votre superviseur, Monsieur Alcott. Il dit qu'il s'agit d'une urgence familiale personnelle et très urgente. Je n'étais plus une stratège créative. J'étais à nouveau une fille de 16 ans, surprise, en train de violer le couvre-feu. La mortification était une chose physique, une vague de honte chaude et brûlante qui m'a submergé. Il était là, pour me saboter. Il était là pour prouver au monde et à moi qu'il avait eu raison depuis le début. Je me suis levé de mon bureau, les jambes faibles et instables, les regards curieux et interrogateurs de mes nouveaux collègues sur moi. J'ai commencé la longue,
terrible et profondément humiliante marche à travers le bureau, en open space vers le bureau de ma nouvelle patronne, vitrée. J'ai atteint la porte, mon cœur, une pierre froide, est morte dans mon estomac. Elle était légèrement entr'ouverte, et à travers la petite fissure verticale, j'ai entendu la voix de mon père. Ce n'était pas la voix en colère d'un homme confrontant un étranger, c'était la voix qu'il utilisait toujours quand il essayait de me contrôler. La voix calme, raisonnable et profondément condescendante d'un père qui essayait juste de faire ce qu'il y a de mieux pour sa pauvre enfant, mal guidée. Je vous dis, monsieur Alcott, que vous avez fait une terrible erreur. Ma fille, c'est une bonne fille, une fille douce, mais, et j'ai presque pu entendre le triste et pitoyable hochement de tête, elle ne peut pas gérer ce poste. Je me tenais devant le bureau de ma nouvelle patronne, ma main figée sur la poignée froide en acier de la porte, prisonnière de mon propre cauchemar. La voix qui filtrait par la petite fissure dans la porte était celle de mon père, mais les mots étaient une trahison si profonde, si absolue, qu'ils semblaient venir d'un étranger. Elle ne peut pas gérer ce poste. Si Conteron. Il n'exprimait pas seulement un manque de foi, il essayait activement et méthodiquement de saboter mon avenir, de me ramener dans la cage sûre, petite et étouffante qu'il avait construite pour moi. L'ancienne Laïa, la fille que j'étais hier encore, aurait fui. Elle aurait dévalé le couloir, sorti du bâtiment, et serait retournée à la misère familière et confortable de sa vieille vie. Sa prophétie de son échec serait alors devenue auto-réalisatrice. Mais la femme, qui se tenait là maintenant, la femme dans le tailleur noir chic et puissant, était quelqu'un de différent, et elle en avait fini de fuir. Avec une profonde respiration calmante, j'ai poussé la porte et suis entré. La scène était exactement comme je l'avais imaginé. Mon père, Arthur, se tenait au milieu du vaste bureau ensoleillé, son visage un masque d'une profonde et profondément performative préoccupation paternelle. Mon patron, Monsieur Alcott, était assis derrière son immense bureau en acajou. Son propre visage, un poker face complet et totalement illisible. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air analytique. Mon père s'est retourné quand je suis entré et un éclair de quelque chose, de l'agacement, de la panique, a traversé son visage avant qu'il ne le remplace rapidement par son masque de préoccupation. « Lila, ma chérie », a-t-il commencé, sa voix, une chose douce et apaisante. J'expliquais juste à Monsieur Alcott qu'il y a eu un terrible malentendu. J'ai avancé dans la pièce et me suis tenu à côté de mon père, non pas en tant qu'enfant, mais en tant que collègue. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé directement ma nouvelle patronne. Monsieur Alcott, ai-je dit, ma propre voix, une merveille de contrôle calme. Je suis tellement désolé pour cette intrusion. Votre père, a dit Monsieur Alcott, sa voix un baryton calme et égal, a exprimé ses réserves quant à votre aptitude pour ce rôle. Je vois, ai-je dit. Mon père, voyant son ouverture, a continué son assaut. Monsieur Alcott, a-t-il dit, sa voix, maintenant une chose basse et suppliante. Je ne suis ici que parce que j'aime ma fille. C'est une fille brillante, une âme douce et artistique. Ce monde, dit-il en esquissant un geste autour du bureau minimaliste et de haute technologie, n'est pas fait pour elle. La pression, la compétition, cela va la briser. Je l'ai déjà vu arriver. Je vous en supplie, en tant que son père, pour son propre bien, retirez votre offre. Laissez-la revenir à un emploi où elle pourra être en sécurité, où elle pourra être heureuse. Il me dépeignait comme un enfant fragile, instable, un objet en porcelaine délicate qui se briserait au premier signe de pression. Il essayait de détruire ma crédibilité, mon professionnalisme, tout mon avenir, le tout sous le couvert de l'amour paternel. Monsieur Alcott ne lui répondit pas. Il ne le regarda même pas. Ses yeux vifs et intelligents étaient fixés sur moi avec une intensité analytique déconcertante. C'était un test, le véritable test. Le projet sur mon bureau avait été une simple évaluation de mes compétences. Ceci était une évaluation de mon caractère. Mon père, à sa manière monstrueuse, venait de me remettre mon dernier entretien d'embauche. « Mademoiselle Cole », dit Monsieur Alcott, sa voix toujours calme, égale et profondément provocatrice. « Que répondez-vous à l'évaluation de votre père ?» La pièce immense et silencieuse semblait retenir son souffle. Mon père me regardait avec un sourire triste et plein de pitié, certain que j'allais m'effondrer. Mon patron me regardait avec un regard de faucon impénétrable, attendant. Tout mon avenir tout neuf était en équilibre sur la pointe d'une aiguille. Je ne m'effondrais pas. Je me retournai et je fis face à mon père. « Papa », commençai-je, ma voix tremblant légèrement, mais avec un courant sous-jacent de force qu'il n'avait jamais entendu de ma part auparavant. « Je t'aime,
et je sais qu'à ta manière tordue, tu crois me protéger. Mais toute ma vie, dis-je, ma voix gagnant en force à chaque mot. Ta protection a été une cage. Tu as raison, je suis une bonne fille, mais je ne suis pas fragile. Et j'ai terminé, dis-je, ma voix maintenant une déclaration claire et définitive de ma propre indépendance. J'ai terminé d'être en sécurité. Je me retournai alors pour faire face à mon patron. Monsieur Alcott, dis-je, ma voix maintenant parfaitement stable, la voix du professionnel que j'avais été engagé pour être. Je m'excuse sincèrement et profondément pour l'intrusion non professionnelle et profondément inappropriée de mon père. Il s'agit d'une affaire de famille personnelle qui, à mon profond et personnel regret, a débordé dans ma vie professionnelle. Je le regardais droit dans les yeux. Je peux vous assurer, avec une certitude absolue et totale, que cela ne se reproduira plus. Je reculai alors d'un pas, un geste de finalité. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, dis-je, j'ai une stratégie de lancement pour le compte Hawthorne sur mon bureau, et j'aimerais beaucoup m'y remettre. Je me retournai pour quitter le bureau, mon discours et ma carrière achevée. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, le reste dépendait de lui. Mademoiselle Cole, sa voix, un son aigu et autoritaire, m'arrêta juste au moment où ma main atteignait la poignée de porte. « Attendez !» Je me retournai. Mon père se tenait là, un air d'incrédulité pure et stupéfaite sur son visage. Mais mon patron, M. Alcott, me regardait, et pour la toute première fois, un petit sourire, sincère et profondément impressionné, éclairait son visage. « Ne vous souciez pas du comte Hawthorne pour le reste de la journée, dit-il. J'ai une nouvelle première mission pour vous. Je veux que vous alliez au service des ressources humaines et que vous parliez avec eux de la renégociation de votre salaire de départ. » Il fit une pause, son sourire s'élargissant en regardant mon père stupéfait. « J'ai un sentiment soudain et très fort, dit-il, les yeux pétillants, que nous vous soupayons. » Mon père, Arthur, qui était entré dans ce bureau plein d'une certitude calme, juste et paternaliste, ressemblait maintenant à un homme frappé par la foudre. Il regarda M. Alcott, la bouche légèrement entr'ouverte, son esprit incapable de traiter la nouvelle réalité catastrophique de la situation. La fille en porcelaine fragile et terne qu'il avait essayé de protéger venait, en l'espace de 3 minutes, de prouver qu'elle était faite d'acier pur et non dilué. « Maintenant, Arthur, si vous voulez bien, » dit M. Alcott, sa voix maintenant un instrument d'affaire froid et dédaigneux alors qu'il se levait de derrière son bureau. « Ma nouvelle stratège junior et moi avons beaucoup de travail à faire. Je crois que vous connaissez le chemin. » Il s'approcha ensuite de moi, posa une main ferme, respectueuse et profondément paternelle sur mon épaule, un geste qui était à 1000 lieues du contrôle suffocant de mon propre père, et il me guida vers la portée. « Allons chercher cette augmentation, dit-il avec un petit clin d'œil complice. Et ensuite, vous me direz vos vraies idées pour le comte Hawthorne. » Alors que nous sortions de son bureau pour retourner dans l'espace de travail ouvert et animé, je ne regardais pas mon père. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir le poids de son silence stupéfait et vaincu derrière moi. Les autres employés, qui avaient clairement entendu tout l'échange dramatique, ne me regardaient pas avec pitié. Ils me regardaient avec un respect nouveau et profondément ressenti. Je n'étais plus seulement la nouvelle venue. J'étais une survivante, une guerrière. La réunion avec les ressources humaines fut un flou. Mon salaire fut augmenté de 30% stupéfiant. On me donna un nouveau titre. Je reçus un nouveau sens profond de ma propre valeur. Lorsque je retournai finalement à mon bureau, la tête me tournant avec les événements impossibles, merveilleux et terrifiants de la dernière heure, il m'attendait, mon père. Il se tenait près de mon bureau, ayant l'air petit, vieux et complètement déplacé dans ce monde d'énergie brillante, jeune et ambitieuse. « Nous devons parler, Ila, » dit-il, sa voix un murmure bas et suppliant. Je ne voulais pas parler. Je voulais travailler. Je voulais plonger dans le comte Hawthorne et prouver à M. Alcott et à moi-même que sa foi en moi n'était pas mal placée. Mais je regardais le visage de mon père, la douleur profonde et sincère dans ses yeux, et je savais que cette dernière conversation devait avoir lieu. Nous allâmes, dans un petit café anonyme, dans le hall du bâtiment. Nous nous assîmes dans un silence tendu et inconfortable. 2 étrangers qui avaient passé une vie dans la même maison. « Je ne comprends pas », commença-t-il enfin, sa voix une chose brute, brisée. « J'essayais juste de te protéger, Laïa. Ce monde, c'est un endroit cruel et impitoyable. Je ne voulais pas te voir blessé. » Je le regardais, cet homme que j'avais aimé et craint toute ma vie. Et pour la toute première fois, je le vis non pas comme un tyran, mais comme un homme profondément imparfait et profondément effrayé.
Un homme si terrifié par le potentiel du monde à blesser sa fille qu'il avait choisi de la blesser lui-même juste pour la garder dans une cage qu'il croyait sûre. Tu ne me protégeais pas, papa. Tu me limitais. Tu avais tellement peur que j'échoue que tu ne m'as jamais donné la chance de réussir. Je me penchais. Tu ne me voyais pas. Tu ne m'as jamais vu. Tu voyais juste tes propres peurs, ta propre idée de ce que je devais être. Et ça, dis-je, la vérité finale, simple et déchirante, qui s'installait entre nous. C'est une douleur bien plus profonde que n'importe quel échec dans le monde des affaires ne pourrait jamais l'être. Il resta assis là, le café et sa tasse se refroidissant. Et pour la toute première fois de mes 27 années de vie, il n'eut absolument rien à dire. Il écoutait enfin vraiment. La vieille dynamique, celle du père tout-puissant et de la fille obéissante et fragile, était brisée à jamais. Et à sa place, une nouvelle possibilité incertaine et profondément fragile commençait à se former. La possibilité de deux adultes, deux égaux, se connaissant enfin pour la toute première fois. La bataille était terminée. Le long et difficile travail de reconstruction ne faisait que commencer. Je retournais dans le bureau lumineux, bourdonnant et intimidant d'Alcott Industries, le cœur rempli d'un mélange étrange et inconnu d'épuisement et d'exaltation. La confrontation avec mon père, celle que j'avais redoutée et évitée toute ma vie d'adulte, était terminée, et j'avais survécu. Plus que cela, j'avais gagné pour la toute première fois. Je retournai à mon bureau, le dossier épais et intimidant pour le comte Hawthorne y était toujours, m'attendant. Je sentis les regards curieux et spéculatifs de mes nouveaux collègues sur moi. Mais pour la première fois, je ne ressentis aucune peur. Je ressentis un sentiment calme et profondément profond d'appartenance. C'était mon bureau, c'était mon travail, c'était ma vie. Alors que je m'asseyais, mon patron, M. Alcott, sortit de son bureau vitré. Il passa devant mon bureau, et pendant un instant, je pensais qu'il allait m'ignorer, faire comme si tout l'épisode mortifiant avec mon père n'avait jamais eu lieu. Mais il s'arrêta. Il ne demanda pas mon père, il ne demanda pas si j'allais bien. Il regarda simplement le dossier ouvert sur mon bureau. « Bienvenue, mademoiselle Cole, dit-il, sa voix à un baryton calme et égal. Je suis content que vous ayez décidé de rester. Maintenant, concernant ce comte Hawthorne. J'attends une stratégie préliminaire sur mon bureau d'ici vendredi. Ne me décevez pas. » Et il fut parti. Un tourbillon de puissance et de détermination. C'était le plus beau et le plus respectueux cadeau qu'il ait pu me faire. Il me traitait non pas comme une victime, mais comme une professionnelle. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de travail acharné, joyeux et profondément stimulant. Je me lançais dans le comte Hawthorne avec une passion et une concentration que j'ignorais posséder. Je travaillais 12 heures par jour. Je vivais et respirais les données marketing et la stratégie de marque. Et j'étais douée pour ça, j'étais brillante pour ça. L'esprit analytique calme que mon père avait toujours dédaigné comme un passe-temps s'avéra être une arme redoutable dans le monde de la finance. Je présentai ma stratégie préliminaire à M. Alcott et au reste de l'équipe créative. Et je vis leurs expressions d'intérêt poli et professionnel se transformer lentement en un regard d'admiration sincère et profondément satisfaisante. La relation avec ma famille, quant à elle, fut un processus de reconstruction silencieux et maladroit. Ma mère, Marion, fut la première à appeler. Elle essayait, comme toujours, d'arranger les choses, de faire comme si la laideur n'avait jamais eu lieu. « Ton père s'inquiète pour toi, ma chérie, » avait-elle dit, sa voix un peu trop joyeuse. « Il t'aime tellement. »« Non, maman, » répondis-je, ma propre voix calme, mais avec une nouvelle fermeté. « Ce n'est pas ça, l'amour, et nous n'allons pas prétendre que si, plus maintenant. » Mon père Arthur appela quelques jours plus tard. La conversation fut stérile et pleine de longs silences pesants. Il ne s'excusa pas en toutes lettres, mais il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il me demanda comment s'était passée ma journée. Il me demanda ce que je faisais au travail. Et il écouta. C'était un début petit, fragile et presque imperceptible, mais c'était un début. Le véritable test arriva 2 semaines après mon premier jour. C'était le matin de ma première présentation majeure au client Hawthorne. Az, soiement, dévoivé, lamassin, il vavait. J'étais dans la salle du conseil d'administration principale et intimidante. La même salle où mon père avait essayé de me saboter. Ma propre présentation était maintenant chargée sur le grand écran. Monsieur Alcott était là. Toute l'équipe dirigeante était là et les clients étaient sur un grand écran vidéo, leurs visages attentifs et puissants me regardant. C'était ça, le moment de prouver que mon père avait tort et que Monsieur Alcott avait raison.
Juste au moment où j'allais commencer, la porte de la salle du conseil s'ouvrit. Toute la pièce se tourna pour regarder. C'était mon père. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, ayant l'air petit, vieux et profondément déplacé. Il tenait un petit bouquet de fleurs simples et d'apparence un peu maladroite. Mon cœur, qui battait d'une énergie nerveuse et professionnelle, sembla s'arrêter complètement. Il est venu pour recommencer, pensai-je, une vague de froid et de dégoût me submergeant. Il est venu pour finir le travail. Mais son visage n'était pas un masque d'inquiétude paternelle et autoritaire. C'était un visage de fierté pure et profondément humble. Il me regarda, puis mon patron, très surpris et très puissant. Il dit « Je suis désolé de vous interrompre. Je ne prendrai pas une minute de votre temps, je. » Puis il me regarda de nouveau, et ses yeux, pour la première fois de toute ma vie, étaient pleins d'une croyance claire et non ambiguë en moi. Il dit « Je voulais juste souhaiter bonne chance à ma fille. Je sais qu'elle va être brillante. » Il s'approcha, déposa le petit bouquet de fleurs simples et profondément beau sur la table de conférence devant moi, me serra rapidement et maladroitement, mais avec une profonde affection, l'épaule, puis il se retourna et sortit de la pièce, sans un autre mot. Je fixai les fleurs, un bouquet simple, magnifique, et d'une profondeur, d'une signification abyssale. Je levai les yeux vers mon patron, monsieur Alcott, qui souriait maintenant. Un sourire sincère, véritable, et empreint d'une profonde compréhension. Puis, je regardai les visages avides, d'attente des clients à l'écran. Le procès de mon père, cette longue et douloureuse épreuve de ma propre valeur, était enfin terminé. Il était maintenant temps que la mienne commence vraiment. Je fis la présentation de ma vie. Les idées, autrefois murmures secrets et craintifs de mon esprit, s'exprimèrent en une stratégie claire, assurée et brillante. Je n'étais plus la fille fragile que mon père avait autrefois décrite. J'étais une professionnelle, une leader, une femme qui connaissait sa propre valeur. Nous avons remporté le contrat. Ce fut une victoire d'entreprise monumentale, et elle était mienne. Les mois qui suivirent furent un processus silencieux et profondément satisfaisant de construction de ma carrière et de reconstruction de ma famille. La relation avec mon père ne fut pas guérie comme par magie du jour au lendemain. Ce fut un processus lent et parfois maladroit. Il se construisit sur une nouvelle fondation de conversations hésitantes, mais honnêtes. Il appelait, non pas pour me donner des conseils, mais pour me demander mon avis. Je lui rendais visite pour le dîner du dimanche, non pas en tant qu'enfant obéissante, mais en tant qu'égale, une adulte accomplie. Nous étions deux étrangers, un père et une fille, apprenant à nous voir pour la toute première fois, sans le filtre déformant de son contrôle et de ma peur. Ma mère, Marion, à sa manière discrète, commença également à changer. Voir sa fille, celle qu'elle avait reléguée au rang d'artiste, devenir maintenant une étoile montante dans le cabinet le plus puissant de la ville, la força à réévaluer les critères superficiels et vains selon lesquels elle nous avait jugés toutes les deux. L'histoire se termine par une fraîche soirée d'automne, 1 an après mon premier jour, terrible et merveilleux, chez Alcott Industries. Je ne suis pas dans une salle de conseil. Je suis dans une petite galerie d'art élégante. C'est le vernissage de la toute première exposition de photographie de mon père. Après s'être retiré de l'entreprise qu'il avait bâtie, il était, avec mes encouragements, finalement revenu à son premier amour, longtemps abandonné. La galerie est remplie de ces magnifiques photographies en noir et blanc, empreintes de l'âme de la ville, et il n'est plus l'homme en colère et dominateur que j'avais connu. C'est un homme en paix. Son visage est empreint d'une joyeuse créativité tranquille. Je me tiens à ses côtés, mon bras passé dans le sien, tandis qu'il discute avec les invités. Ma mère est de l'autre côté, son visage plein d'une fierté sincère et profondément ressentie pour son mari. Pas pour son entreprise, mais pour son art. Mon patron, monsieur. Alcott est là, non pas en tant que mon patron, mais en tant qu'ami, un mentor. Je regarde mon père, cet homme nouveau et merveilleux qu'il est devenu. J'avais passé toute ma vie à croire que son amour était une cage. Mais j'avais eu tort. Son contrôle n'avait rien à voir avec moi. Il s'agissait de sa propre peur, de sa peur du monde, de sa peur de l'échec. Et en me libérant, en lui prouvant que je n'étais pas fragile, que je pouvais non seulement survivre mais prospérer, je l'avais, d'une manière étrange, belle et profondément inattendue, libéré aussi. Son succès, ce magnifique second chapitre de sa propre vie, fut le plus grand et le plus inattendu des cadeaux. Mon voyage n'avait pas seulement consisté à trouver ma propre voie, il avait consisté à l'aider à retrouver la sienne. Et dans cette pièce calme, remplie d'art, entourée des personnes que j'aimais, je savais que notre famille,
notre famille étrange, brisée et maintenant guérie, avait enfin et vraiment trouvé son chemin vers la maison. Une histoire absolument magnifique et puissante sur la libération des attentes familiales et, ce faisant, la guérison de toute la famille. Quel merveilleux voyage pour Laïa et son père. Que pensez-vous du soutien final de son père lors de la grande présentation? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette incroyable histoire de nouveau début vous a ému, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres histoires puissantes et émotionnelles. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci de votre visionnage et à bientôt pour la prochaine.